Les capacités de l'intelligence artificielle moderne, franchement, ça ressemble souvent à de la magie, non? Mais que se passe-t-il vraiment à l'intérieur? Il est temps d'ouvrir ensemble cette fameuse boîte noire. Cette citation, elle est parfaite. Elle décrit très bien ce sentiment qu'on a tous un peu. L'IA, c'est comme une sorte d'alchimie moderne. On mélange des données, on secoue très fort et on espère obtenir de l'or. Mais en réalité, c'est une science. Et l'objectif aujourd'hui, c'est justement de transformer cette perception d'alchimie en principe clair et compréhensible. Au cœur de l'IA, il y a une idée finalement très simple. Tout est une question de motif. Imaginez devoir apprendre à une machine à reconnaître des chats. Ce qu'elle doit faire, c'est trouver le motif qui connecte une image à l'étiquette « chat ». En termes un peu plus techniques, on dit que les réseaux de neurones sont des approximateurs de fonctions. En gros, ils sont incroyablement doués pour deviner la règle cachée qui relie une entrée, par exemple une image, à une sortie, comme une étiquette. Ce concept qui est hyper puissant a été formalisé il y a un bon moment déjà, en 1989. Ce théorème, qu'est-ce qu'il dit? En substance, il nous dit que, théoriquement, un réseau de neurones, même un assez simple, peut apprendre n'importe quelle relation entre une entrée et une sortie. C'est un peu comme dire qu'avec assez de briques Lego, on peut absolument tout construire. Le petit bémol, le théorème ne nous dit ni combien de briques il faut, ni comment les assembler. Il nous garantit juste que c'est possible. Cette capacité à s'adapter à tout, ça paraît presque trop beau pour être vrai. Alors, jusqu'où ça peut aller? Pour le savoir, il y a une expérience particulièrement élégante qui nous aide à comprendre que cette puissance est une véritable arme à double tranchant. Des chercheurs ont mené une expérience assez brillante. Ils ont pris une base de données d'images bien connue, du style ImageNet, et ils ont fait quelque chose d'assez radical. Ils ont jeté les vraies étiquettes, chat, chien, voiture, pour les remplacer par des étiquettes totalement aléatoires. Imaginez le truc. Une photo de chat pouvait se retrouver avec l'étiquette banane, et une autre photo du même chat avec l'étiquette voiture. Plus aucun sens. Et là, les résultats sont stupéfiants. En toute logique, quand on a testé le modèle sur de nouvelles images, ses performances se sont effondrées en même temps que la logique des étiquettes. Ça, c'est normal. Mais, sur les données qu'il avait déjà vues pendant son entraînement, le modèle a atteint une précision de presque 100%, même quand les étiquettes étaient 100% aléatoires. La conclusion est à la fois puissante et un peu inquiétante. Un réseau de neurones peut mémoriser du pur bruit aussi facilement qu'il peut apprendre un vrai motif. Cette incroyable capacité à tout mémoriser est donc une arme à double tranchant, et c'est aussi la source des échecs les plus spectaculaires de l'IA. Voyons un peu comment cette dépendance aux données peut se retourner contre le système. Ça nous amène au principe le plus fondamental de l'IA. Garbage in, garbage out, ou déchets en entrée, déchets en sortie. Un modèle d'IA, ce n'est pas une boule de cristal, il ne peut pas inventer de la connaissance à partir de rien. La qualité de ses réponses est directement et totalement limitée par la qualité de ce qu'on lui a donné à apprendre. Cet exemple est parfait pour illustrer ça. Imaginez un modèle entraîné à coloriser des photos de chiens. S'il a vu des milliers de photos de chiens avec leur langue rose bien sortie, il va apprendre une association statistique très forte. Chien égale tache rose près de la bouche. Le résultat, il pourrait très bien coloriser le menton d'un chien en rose. Il n'a pas appris ce qu'est un menton ou une langue, il a juste appris une corrélation. Et les conséquences peuvent être tragiques. Il y a quelques années, un véhicule autonome a provoqué un accident mortel. L'enquête a montré que l'IA avait été entraînée avec des images de cette route, mais avant qu'une nouvelle barrière en béton ne soit construite. Pour la voiture, cette barrière était un objet totalement inconnu, quelque chose hors de sa distribution de données, comme un mot qu'elle n'avait jamais lu. Elle n'a tout simplement pas su comment réagir. C'est un rappel brutal que ces systèmes doivent savoir dire « je ne sais pas ». Il y a un autre type d'échec, encore plus étrange, les attaques contradictoires ou adversarial attacks. L'idée est aussi simple qu'inquiétante. On prend une image qu'un modèle reconnaît parfaitement, disons un chat. On modifie à peine quelques pixels, de manière totalement imperceptible pour un œil humain. Et voilà, le modèle qui voyait un chat est maintenant certain à 99% de voir une autruche. Ce qui est fascinant, c'est que c'est l'exact opposé de l'entraînement. Pendant l'entraînement, on ajuste les poids du modèle, ses connexions internes, un peu comme des boutons de réglage, pour qu'il fasse de moins en moins d'erreurs. Ici, on ne touche pas du tout au modèle. On modifie subtilement l'image elle-même, avec le but très précis de trouver son point faible et de maximiser son erreur. Mais justement, c'est en comprenant ces limites qu'on a pu développer des approches radicalement nouvelles. Passons maintenant à l'une des idées les plus élégantes de l'IA moderne, celle qui se cache derrière les générateurs d'images incroyables qu'on voit partout, les modèles de diffusion. Les anciens modèles génératifs, ils essayaient de peindre un chef-d'œuvre en un seul coup de pinceau. C'était très, très difficile. Les modèles de diffusion, eux, ont une approche beaucoup plus sage. Imaginez un sculpteur qui part d'un bloc de marbre brut et qui, petit à petit, enlève la matière en trop pour révéler la statue. C'est exactement le même principe. On part du bruit, un chaos visuel total, et on le nettoie étape par étape pour faire apparaître une image cohérente. Le processus est en fait super intuitif. D'abord,
On prend une image nickel et on lui ajoute progressivement du bruit, étape par étape, jusqu'à ce qu'elle soit complètement illisible. Ensuite, on entraîne un réseau de neurones à faire le chemin inverse. Si on lui donne une image bruitée, il doit deviner quel bruit a été ajouté. Enfin, pour générer une nouvelle image, on parle d'une page blanche, ou plutôt d'une page de bruit pur, et on utilise le réseau pour débruiter l'image, pas à pas, jusqu'à ce qu'une création totalement nouvelle apparaisse. Et les avantages de cette méthode sont spectaculaires, des images d'une qualité incroyable, une diversité de résultats impressionnante et un entraînement beaucoup plus stable. Ce n'est pas un hasard si les systèmes comme Midjourney ou DALL-E sont tous basés sur un modèle de diffusion. Et maintenant, la technologie qui a vraiment tout changé, les grands modèles de langage, les fameuses LLM. C'est le moteur derrière ChatGPT et tous ses concurrents. Mais au fond, comment ça marche? La réponse est étonnamment simple. La percée derrière ces modèles, c'est d'avoir défini une tâche d'apprentissage toute simple, qui utilise les données elles-mêmes. Étant donné une séquence de mots ou de jetons, le modèle doit juste prédire le prochain. C'est tout. C'est ce qu'on appelle la prédiction du prochain jeton. Mais alors, le vrai secret, la véritable magie, c'est l'échelle. On a découvert quelque chose de fascinant. En augmentant massivement la taille du modèle et la quantité de données, des capacités totalement nouvelles se mettent à émerger. Des choses pour lesquelles le modèle n'a jamais été spécifiquement entraîné. Un petit modèle apprend la grammaire, un modèle moyen commence à mémoriser des faits, mais les plus grands modèles commencent à raisonner. C'est l'idée que la quantité poussée à l'extrême crée une qualité entièrement nouvelle. Tout cela nous amène forcément à nous interroger sur la nature de l'intelligence. Mais peut-être que la bonne approche n'est pas de comparer l'IA à un esprit humain, mais de la voir pour ce qu'elle est vraiment, une technologie. Ces avancées soulèvent une question vraiment profonde. Quels sont les ponts et quels sont les fossés entre nos propres capacités cognitives et celles de ces systèmes artificiels? Est-ce que notre façon d'apprendre des concepts et de généraliser à partir de peu d'exemples est fondamentalement différente? Finalement, l'IA est un outil d'une puissance sans précédent, c'est vrai, mais un outil que nous avons nous-mêmes créé. Le véritable enjeu n'est donc pas tant de la perfectionner à l'infini, mais d'apprendre à l'utiliser pour amplifier nos propres capacités. La question n'est pas de savoir si l'IA est intelligente, la vraie question est comment peut-elle nous rendre, nous, plus intelligents?